Bienvenue au balado Place à l'emploi. Que vous soyez installé confortablement dans votre salon ou debout dans le bus, notre équipe vous transporte dans l'univers de l'employabilité, une thématique à la fois. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue au balado Place à l'emploi. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, c'est Monsieur Yvan Tourville. Donc, Monsieur Yvan Tourville, il est responsable de la pratique professionnelle des travailleurs sociaux du Service correctionnel du Canada, mais bien au Québec. Donc, il s'occupe des travailleurs sociaux qui œuvrent auprès de personnes qui sortent d'incarcération, qui sortent de prison et qui se réinsèrent en société. Il a été travailleur social pendant 16 ans auprès de la clientèle. Il a un doctorat en sciences humaines appliquées, une maîtrise en service social et il a aussi travaillé en maison de transition, donc directement auprès des détenus qui font leur transition vers le retour en société. Donc, vous avez bien deviné que notre sujet du jour, ce sera la recherche d'emploi lorsqu'on a un casier judiciaire. Donc, je vais dire bienvenue à mon invité, Yvan Tourville. Ça va bien? Ça va très bien. Merci pour l'invitation. Ça fait très plaisir de vous avoir dans le balado aujourd'hui. Je pense que vous avez vraiment un savoir et des connaissances et une expérience que dont nos participants peuvent vraiment bénéficier. Si vous voulez bien, on va tomber dans le vif du sujet. Donc, le retour en emploi suite à une incarcération, donc un petit moment en prison ou un grand moment parfois en prison, des démarches d'emploi avec un casier judiciaire. Où est-ce qu'on commence? Bien, nous commençons dès le début de la peine, en fait. OK. Parce que ce qu'il faut comprendre, je travaille et je parle à partir d'une institution où, en fait, c'est des sentences de 2 ans et plus. OK. Donc, et dès le début, en fait, lorsqu'il y a eu une condamnation, donc un jugement porté par les tribunaux, mais à ce moment-là, quand la peine est de 2 ans et plus, on débute les évaluations avec la personne dès le départ. Puis on regarde d'où elle vient, on regarde effectivement leur trajectoire de vie, le niveau de scolarité, le niveau de littératie. Puis, donc, dès le début de la sentence, débute notre mission, qui est de promouvoir la réinsertion sociale de manière sûre, sécuritaire, humaine avec les gens qu'on accompagne. Donc, je vous dirais que avant même la libération, on peut orienter des personnes dans des champs d'études, dans des programmes de formation, alors qu'elles sont déjà dans les pénitenciers. Il peut y avoir des formations, on pourrait y revenir, mais on offre une gamme de formations qui prépare en fait la personne avant la libération. Donc, ce qu'il faut comprendre, ce que les auditeurs et auditrices doivent comprendre aussi, c'est quand il arrive une libération, ce n'est pas la fin de la peine. Non, effectivement. Donc, la peine se poursuit. Il y a je suis pas un expert au niveau des dates d'admissibilité, mais il y a des dates d'admissibilité qui sont enchâssées dans la loi. Il y a des périodes de probation aussi, des fois. Oui, c'est ça. Oui, probation, oui, en effet, ça fait partie de considérations à voir. Il faut distinguer sur le fédéral du provincial. Oui. Nous, c'est pas des agents de probation comme au provincial, c'est déjà des agents de libération conditionnelle, par exemple, qui assure la surveillance des personnes qui sont judiciarisées ou en collectivité. Mais tout ça pour vous dire que quand arrive la libération, il y a encore des services, puis comme vous l'avez mentionné en introduction, de l'accompagnement qui est offert aux personnes pour promouvoir leur réinsertion sociale, et l'emploi fait partie d'une gamme de considérations que nous avons pour que les choses fonctionnent bien, pour que la personne qui arrive en collectivité, qui va être un collègue de travail, un voisin, quelqu'un qu'on va rencontrer à l'épicerie, continue justement à demeurer des personnes respectueuses des lois, pour... Absolument. Puis, tu sais, dans notre conversation préalable là, à l'enregistrement de ce balado-là, vous me disiez que dans la réinsertion à l'intérieur de la société, ou même après un délit, ou même après qu'on ait passé en cours, qu'on a un casier judiciaire et tout ça, la réinsertion passe souvent par l'emploi.
Hein, parce qu'avoir un emploi, ça nous donne une identité, une confiance en soi, ça nous fait développer un réseau, ça nous donne une occupation, ça nous donne des responsabilités. Donc, vous me dites que c'est super important là, comme processus. Absolument. Ça fait vraiment... Il y a beaucoup d'études là, qui indiquent que c'est un des déterminants sociaux de la santé qui est vraiment important. Parce que vous avez mentionné effectivement ce qui est rattaché au levier qui accompagne ou qui sur le levier sur lequel s'appuie l'emploi, mais il y a aussi l'accès au logement, quand là, justement, il y a des sources de revenus. Puis, justement, on a un département de la recherche, nous, qui a indiqué, il y a quelques années, qui a conclu que l'emploi, un hébergement ou des sources de revenus, c'est vraiment un levier qui est essentiel, primordial pour que la personne poursuive son rétablissement. Donc, effectivement, vous le soulignez à juste titre, l'emploi, c'est un domaine capital pour promouvoir justement la réinsertion sociale des personnes qu'on accompagne. Oui. Mais oui, puis on veut que ces gens-là travaillent, on veut qu'ils deviennent des acteurs puis des citoyens qui contribuent là, tu sais, à leur milieu et tout ça, qu'ils aient un casier judiciaire ou non, c'est quand même des gens qui ont besoin de manger et qui ont besoin d'un logement. Donc là, quelqu'un qui se retrouve dans cette situation-là va recevoir bien sûr de l'accompagnement. Il a un cheminement à faire vers l'emploi. Qu'est-ce qui pourrait l'aider dans ce cheminement-là? Ben, je vous dirais qu'un organisme comme le vôtre, premièrement, c'est vous faites partie de partenaires avec qui nous travaillons pour bénéficier de votre expertise, pour accompagner les personnes que nous accompagnons aussi là, dans leur réinsertion à l'emploi. Comme je le mentionnais précédemment, avant même leur libération, on identifie leurs forces, leurs intérêts, des expériences qu'ils ont pu avoir, et on prend aussi la mesure sur les étapes que nous devrons prendre en compte pour aller vers une occupation en emploi. Parfois, on fait un plan, là. On fait un petit plan, là. On fait un plan, oui. On fait un plan qui va être compréhensible, qui souvent les plans les plus élaborés sont ceux des fois qui fonctionnent pas. Donc on garde les choses. Trop planifié, c'est pas bon. Oui, on garde les choses simples et qui collent à la réalité de la personne. Tu sais, nous nous utilisons une approche en fait qui est campée sur les forces de la personne. Bon, elle a commis un délit, mais ça n'empêche pas que c'est au-delà de la judiciarisation, c'est une personne qui a des forces, des expériences, des choses qu'elle a aimées dans sa vie, il y a des choses qu'elle veut accomplir aussi, donc on capitalise aussi sur ces forces-là. Donc, pour répondre à votre question, l'emploi va être considéré selon où est rendue la personne. Parfois, on peut démarrer avec des activités de bénévoles, par exemple, tu sais, pour se réapproprier, par exemple, une routine de vie, rencontrer des personnes, comme vous l'avez mentionné, interagir avec des gens. Donc, tu sais, c'est un angle qu'on peut prendre. L'autre angle qu'on peut prendre aussi, c'est que il peut y avoir, il y a des activités d'emploi même dans les pénitenciers où les personnes sont incarcérées. Parfois, elles peuvent travailler à la cuisine ou au niveau de l'entretien. On a des services même d'emploi, des fois même plus spécialisés, plus techniques aussi, tu sais, dans le domaine qui touche santé, sécurité au travail, la construction. Donc, on a des partenaires, nous, à l'interne, tu sais, qui s'occupent des questions d'emploi. Donc, on peut travailler, autrement dit, le CV avant même la mise en liberté pour mettre de l'avant ces expériences-là d'emploi. Donc, où elle est rendue, ça peut d'emblée être dans une démarche plus structurée pour se trouver un emploi régulier, temps plein, ou on peut modérer un peu les choses pour y aller par étapes, comme j'ai mentionné, des activités peut-être plus bénévoles, là, tu sais, pour s'habituer au fonctionnement de la collectivité. C'est quelque chose qu'on encourage à Place à l'emploi, le bénévolat, peu importe votre situation, si vous remettez en action pour entrer en emploi, le bénévolat, que vous ayez un casier judiciaire ou non, c'est toujours quelque chose qui fait développer des compétences, ça vous fait développer un réseau, et ce sont effectivement des expériences qu'on peut mettre sur le CV et que les employeurs regardent. Donc, quelqu'un de judiciarisé qui sort d'une incarcération pourrait se diriger directement vers le bénévolat dans quelque chose qui l'intéresse. Vous avez parlé des forces.
Donc, c'est important d'identifier, donc, mes aptitudes sont où, mes forces sont où, je suis bon dans quoi. Puis, j'ai surtout envie de faire quoi. Hein? Est-ce que je suis quelqu'un de plus manuel? Est-ce que je suis quelqu'un qui calcule vite? Est-ce que je suis quelqu'un qui aime les choses bien organisées? Est-ce que je suis quelqu'un qui doit travailler physiquement, qui aime soulever des charges? Tout ça. C'est toutes des choses des questions qu'on doit se poser pour essayer de s'enligner quelque part, là. OK, c'est super intéressant. J'ai ici comme question, donc, la personne là, qui a un casier judiciaire et la société, en fait, là, on construit une espèce d'image autour de la personne qui a un casier, autour de la personne qui a fait de la prison. On s'imagine qu'elle a l'air de telle chose, on s'imagine qu'elle a tels intérêts, qu'elle a tel objectif, etc. C'est pas toujours vrai, là, tout ça. Là. C'est des stéréotypes, c'est des préjugés, mais la personne qui a un casier judiciaire pourrait, en elle, posséder ces préjugés-là et se dire, ben, comment est-ce que je vais me présenter, tu sais, devant des employeurs, puis dans une recherche d'emploi, quand j'ai cette étiquette-là, si on veut. Hein. Dans quelle mesure ça peut nuire à quelqu'un de garder ça en tête, là? Bien, effectivement, les personnes avec qui nous travaillons, que nous accompagnons, je dois dire, par exemple, au niveau du niveau de scolarité, je dirais que plus de 3/4 ont décroché, par exemple, au niveau du secondaire. Non terminé, là. Oui, tout à fait. Il y a eu des parcours difficiles. Il peut y avoir des enjeux au niveau de la santé mentale, au niveau de la consommation aussi de drogue ou d'alcool. Donc ça, c'est vraiment des choses que nous travaillons aussi, des dimensions que nous travaillons dans l'offre, dans les services multiples qui sont dispensés à ces personnes. Vraiment, vous l'avez dit en introduction, moi, je suis un travailleur de la sociale, donc je travaille pour une direction de la santé, mais vraiment, il y a beaucoup d'autres intervenants et professionnels qui accompagnent les personnes dont la psychologie, il peut y avoir un suivi médical avec l'infirmier puis le médecin, il y a l'agent de libération conditionnelle, comme je l'ai mentionné, il peut y avoir, quand les personnes ont une culture autochtone aussi, des aînés aussi autochtones qui peuvent être vraiment faire partie de l'équipe aussi. Donc, voyez-vous, c'est vraiment une équipe diversifiée et qui s'inscrit dans un continuum. Et ce que vous abordez, c'est juste que la stigmatisation qui est présente à différents niveaux. Ça peut être au niveau de la maladie mentale, ça peut être au niveau du dossier judiciaire, ça peut être aussi la couleur de la peau. Alors, voyez-vous, puis il y a des gens qu'on accompagne qui ont de multiples comme ça niveau de stigmatisation. Puis vous soulignez dans des parcours de vie où il y a eu des événements traumatiques chez ces personnes-là, on déconstruit de manière sécuritaire, de manière professionnelle ces aspects-là, parce que oui, elles ont intégré ces dimensions-là d'image, en fait, là, d'image qui est véhiculée à l'endroit des personnes judiciarisées et qui peut faire obstacle à leur propre insertion et à leur propre estime de soi et confiance aussi en soi. Absolument. Donc, en accompagnant les personnes dans cette reconstruction-là, ben à ce moment-là, ça permet une visée de prise de pouvoir sur leur vie, toujours axée sur leur force, comme on l'a mentionné. Oui. Alors, c'est le genre de travail qu'on fait pour que la personne puisse s'engager avec une forme d'émancipation dans leur démarche d'emploi. Puis je vous dirais aussi qu'il y a d'autres obstacles qui peuvent être au niveau matériel, si ce n'est qu'au niveau du transport, si ce n'est qu'au niveau de la tenue vestimentaire, selon l'emploi où on veut postuler. Alors quand je disais plutôt qu'on y va graduellement dans nos accompagnements, c'est que bien sûr, on veut pas aller trop vite pour que ce soit un échec, le parcours. Donc à ce moment-là, s'il faut consolider des bases au niveau de l'hébergement, au niveau matériel,
individuel, on va le faire pour que la personne soit dans des bonnes dispositions, puis ait une meilleure confiance en elle pour poursuivre, pour s'engager dans une démarche d'emploi qui peut, comme vous le savez si bien, là, s'inscrire dans des entrevues, dans une lettre de présentation, et après ça, une routine au travail, là. Ouais. Oui, absolument. Donc, moi, je retiens là que ce que l'on croit à propos de soi-même, ça peut nous nuire dans notre cheminement. Donc, si on se dit, ben, je suis juste quelqu'un qui est incarcéré ou je suis juste quelqu'un qui est judiciarisé, ben, malheureusement, on porte ça avec soi. Donc, faut le déconstruire et croire que on mérite beaucoup mieux que ça pour soi-même et qu'on a quelque chose à apporter à son milieu. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui est important dans la démarche. Puis vous le dites, il y a toute une équipe derrière ces personnes-là qui ont besoin d'aide. Il y a toute une équipe pour déconstruire ça puis reconstruire oui, tout à fait. Une identité qui leur permet d'avancer, entre autres à travers l'emploi. Oui. Puis je vous dirais également, je rajouterais qu'il y a effectivement ces considérations-là individuelles, oui, en interaction avec l'environnement où la personne se trouve, et l'environnement est aussi constitué de l'environnement de travail aussi. Mm-hmm. Alors, je vous dirais que c'est un travail de co-responsabilité. Nous, on fait notre bout oui. En tant qu'organisation pour accompagner là, vraiment le mieux possible les personnes dans leur réinsertion. Oui. Et je vous dirais que le milieu d'emploi ou comment dirais-je, doit être vraiment bien harmonisé aussi avec les intérêts aussi de la personne. Oui. Hein, donc, elle va choisir un emploi qui lui plaît. Mais si parce que j'ai en tête, par exemple, un accompagnement que j'ai fait avec quelqu'un qui avait la couleur noire et il y avait des formes de racisme en milieu de travail. Dans son milieu de travail. Oui. Alors, quand on développe une bonne alliance thérapeutique avec les personnes qu'on accompagne, qu'elle nous parle de ce qu'elle entend, qu'est-ce que ça lui fait vivre, à ce moment-là, on est là aussi pour l'aider à s'affirmer devant des propos qui n'ont pas sa place dans la société et aussi expliquer également les droits qu'elle a comme personne, comme employée. Donc, on regarde avec elle les meilleures stratégies pour que ça fonctionne à l'emploi, mais mon point le suivant, c'est que l'individu chemine et fait sa part pour se réinsérer, mais c'est aussi en collaboration avec le milieu. Il faut que le milieu aussi puisse, disons, prendre conscience également de l'impact qu'il peut y avoir dans l'environnement de travail pour que le mariage se fasse bien, en fait. Ben oui, c'est certain. Tu sais, si l'employeur encourage pas l'inclusion à l'intérieur de sa propre équipe, ça va être difficile d'intégrer cette personne-là à l'intérieur d'un nouvel emploi, c'est certain. Puis là, vous avez parlé beaucoup de l'accompagnement de ces personnes-là. Puis je pense que c'est important, si jamais les employeurs qui nous écoutent, sachez que ces personnes-là que vous embauchez, qui sont judiciarisées, ils ont souvent toute une équipe derrière eux qui les soutiennent et qui leur donne un coup de main. Et vous devenez un acteur important dans la réinsertion de ces personnes-là. Puis sachez que c'est pas des personnes qui sont à gauche et à droite comme ça. Il y a un plan derrière ça. Ils ont un plan d'intervention. Ils ont des gens à qui se confier. Puis ils ont des gens qui les soutiennent. Donc, n'hésitez pas à les intégrer à vos équipes, ces gens-là. C'est tout à fait juste. Puis je rajouterais qu'en ce sens qu'avec le consentement des personnes qu'on accompagne, effectivement, l'employeur peut devenir un partenaire actif. Puis si on a le consentement des gens qu'on accompagne, on peut discuter avec l'employeur également. Oui, parce donc, il peut nous appeler, l'employeur peut savoir qui nous sommes et à ce moment-là, on est là également pour travailler en collaboration pour que les choses fonctionnent bien. Oui. Ah, mais ça, c'est intéressant parce que dans la pénurie de main-d'œuvre où on se retrouve en ce moment, dans la rareté de la main-d'œuvre, on peut pas se permettre de se passer de talent. Et puis, cette personne-là qui a un casier ou qui a un passé d'incarcération, pour être vraiment un employé génial, pourrait vous apporter des forces à votre équipe que vous soupçonnez pas. Donc, je pense que dans les circonstances actuelles, les employeurs peuvent pas se permettre là, de manquer la chance d'embaucher quelqu'un qui reçoit tout le soutien puis de gagner ce talent-là dans leur équipe, c'est sûr et certain.
J'ai une question ici que les gens judiciarisés peuvent rencontrer dans leur recherche d'emploi. Et les employeurs, parfois, en entrevue ou sur un formulaire d'embauche, vont demander est-ce que vous avez un casier judiciaire? Qu'est-ce que la personne a le droit de répondre et qu'est-ce qui est recommandé dans ce cheminement-là? Bon, c'est sûr que ma réponse ne sera pas formulée à titre de juriste quand vous parlez de droit. Au niveau légal. Mais par contre, au niveau de nos accompagnements, c'est toujours basé sur l'honnêteté. Hein. Oui. On construit cette question-là d'honnêteté. Après ça, l'intégration en emploi peut se faire de différentes façons. Parfois, il y a effectivement le formulaire où la personne postule pour l'emploi. La question est là. Est-ce que oui, vous avez ou non un dossier criminel? Bon, si la personne a un dossier criminel, il faut répondre oui ou non. Ben à ce moment-là, la réponse va être oui. Hein. Faut pas mentir. On va cocher oui. Faut pas mentir. Parce qu'il y a d'autres façons. Hein. Il y a quand même des registres publics où on peut savoir. Hein, s'ils font une demande de plumitif, par exemple, voilà, ils vont pouvoir le voir, c'est public. Bon. Alors, il y a des voies qui peuvent être empruntées également en matière de recherche d'emploi ou par un réseau de contacts. La personne n'aura pas complété le formulaire, mais peut être mise à l'essai, par exemple, dans un milieu d'emploi. Et je vous dirais que par expérience, les gens que j'ai accompagnés avaient souvent un peu deux visions. Il y a deux visions qui se dégageaient. Il y a des personnes qui voulaient y aller vraiment franc jeu dès le départ avec l'employeur, puis il lui disait quelle était sans que la question soit nécessairement posée. Oui, tout à fait. Oui. Puis vraiment, si la personne veut y aller de l'avant avec cette stratégie-là, mais nous, on va l'appuyer à ce niveau-là. Puis il y en a d'autres, en fait, qui préféraient comme montrer à l'employeur quelles sont ses forces, comment elle a du talent, comment elle est ponctuelle, elle travaille bien. Bref, autrement dit, gagner sa confiance, montrer à quel point c'est un bon employé. Et quand, justement, ça se passe bien, la confiance s'installe, la bonne relation est installée avec l'employeur, à ce moment-là, il décide de le mentionner. C'est là qu'ils ont un casier judiciaire. Là. Donc, une fois qu'ils sont mieux connus de la part de l'employeur. Si, bien sûr, en amont, il n'y a pas eu la question, parce que si on pose la question, nous, on recommande, bien sûr, d'y aller de manière honnête. Ouais. Oui. Encore là, ça dépend, quelle a été la porte d'entrée, si vous voulez, là, pour débuter un emploi. Là. J'imagine que quelqu'un qui se fait poser la question en entrevue, avez-vous un casier judiciaire? Donc, on dit, oui. On recommande de rassurer l'employeur. Est-ce qu'on dirait oui, mais ce qui s'est passé n'a aucun rapport avec quoi que ce soit que j'ai à faire dans ce poste-là? Est-ce que ce serait une bonne façon de rassurer l'employeur? Oui. Je dirais deux choses par rapport à ça. La première, c'est que, comme on l'a mentionné précédemment, il y a vraiment des intervenants et des professionnels qui accompagnent les personnes dans leur démarche de réinsertion sociale, dont l'emploi constitue un axe. Oui. Et vraiment, pour avoir travaillé pendant des années avec des agents de libération conditionnelle, il y a bien sûr ce souci-là de savoir, pas juste le souci, mais c'est essentiel pour l'agent de libération conditionnelle de savoir quel est le type d'emploi et l'agent de libération conditionnelle va faire son travail pour vérifier si c'est en conformité avec les conditions, les conditions spéciales de la personne qui est de libération, bien sûr. Bon. Alors, moi, je ne parle pas dans une posture d'agent de libération conditionnelle, parce que j'en suis pas un, mais en titre de travailleur social, j'ai pendant des années travaillé des agents de libération conditionnelle, puis on vient justement à avoir une lecture bien harmonisée, pour que l'accompagnement qu'on va faire soit bien, respecte bien justement les cadres sécuritaires, rattachés à la réinsertion sociale. Donc ça, c'est la première des choses. Vraiment, il y a une équipe, et notamment l'agent de libération conditionnelle, qui va s'assurer que l'emploi va être intégré en respectant les conditions. Que l'emploi choisi ne nuit pas aux conditions légales là, de la personne de libération et de tout ça. Oui, tout à fait. Alors, je vous dirais qu'avant même, puis le deuxième volet à ma réponse, c'est bien sûr que si une personne veut s'engager dans une recherche d'emploi dans tel secteur, avant même qu'elle aille cogner à des portes, l'équipe va s'assurer que c'est une bonne direction qui va être prise. Qu'on s'en va pas direct vers un échec. Là. Oui, c'est ça. Okay. Donc, et quand la personne va rentrer en emploi, c'est un peu ce que je mentionnais tout à l'heure. Là, à ce moment-là, on va manœuvrer avec la personne, selon
selon si elle veut dévoiler rapidement tout de suite ou attendre. Mais si on pose la question, c'est toujours l'honnêteté qui est mise de l'avant dans nos accompagnements. Oui. Je pense que, et ça c'est mon opinion, peut-être pour confirmer ou non, la personne qui va avec la stratégie tout de go, là, avant même que l'employeur me pose la question, dans l'entrevue, je vais mentionner que j'ai un casier judiciaire, que les délits n'ont rien à voir avec les tâches pour lesquelles la personne serait embauchée dans ce travail-là. Je pense que ce serait aussi important pour la personne de mentionner que elle est en cheminement en ce moment, que elle s'en va vers une reconstruction de sa vie, c'est-à-dire que ça, c'est son passé, puis qu'elle a avancé, elle a vécu autre chose et qu'elle veut vivre autre chose, et donc que ses habitudes sont plus les mêmes, là, qu'elle est plus dans la même situation qu'elle l'était à l'époque où elle a vécu le délit, où elle a vécu l'incarcération, etc. Oui, tout à fait, parce que quand la personne est rendue à être libérée, elle a déjà fait quand même un bout de chemin, elle est ailleurs, alors qu'elle était en établissement. Bon, le mentionner, c'est une chose, mais je recommanderais en fait à vos auditeurs, auditrices, bien sûr, ce n'est pas la totalité de l'entrevue qui doit avoir lieu avec l'employeur sur ce qui s'est passé par... Très bon point. Non, donc à ce moment-là, c'est de mettre de l'avant, bien sûr, les forces, les intérêts, les forces, les expériences. Donc, donc on regarde un petit peu par le passé, mais on regarde surtout vers l'avenir et le présent et les forces qu'on a là pour... Oui. Donc, on répond à la question, on explique, mais on reste concis, puis on passe à autre chose dans notre entrevue, parce que c'est sûr, les entrevues d'embauche, c'est pas le moment de parler de notre cheminement de vie, là. C'est pas une thérapie. Puis c'est sûr que nous, avec les préparations aux entrevues qu'on fait à Place à l'emploi avec nos participants, c'est bien travaillé pour s'assurer que la personne, justement, comme vous dites, elle met ses forces de côté. Je n'en doute pas. Super important. C'est hyper intéressant, M. Tourville, ce que vous nous dites. J'aimerais ça pouvoir vous garder plus longtemps. Malheureusement, notre temps est écoulé. Ça ferait plaisir de rester également. On pourrait rester encore longtemps parce que c'est tellement riche, ce sujet-là. Puis, il y a beaucoup de gens qui vivent avec ces situations-là. Sachez que un casier judiciaire, ce n'est pas l'entièreté de votre vie. C'est un passage. Vous passez à autre chose. Vous regardez vers l'avenir, comme M. Tourville disait. Puis, n'hésitez pas à aller chercher de l'accompagnement. Puis, servez-vous des ressources qu'on met à votre disposition dans votre démarche de recherche d'emploi. Puis les employeurs, sachez que vous pourriez être vraiment un atout important dans la réinsertion de cette personne-là et que cette personne-là, elle est beaucoup plus que son casier judiciaire. Elle a aussi d'énormes forces qui pourraient servir à votre équipe, qui pourraient grandement être bénéfiques pour vous. Donc, Monsieur Tourville, vraiment, merci beaucoup. Merci pour l'invitation, ça m'a fait grand plaisir. Très bonne journée à vous.